comment on appelle ça, de Bédier, Guéhi, Baba. Personne n'a joué son rôle. Donc, dans ce domaine-là, d'ailleurs, l'État, quand vous regardez, à chaque élection, il y a toujours des histoires. Ce n'est pas que sur Ouattara qu'il y a histoire sur l'élection. C'est à chaque élection qu'il y a histoire. Le problème, c'est que les Ivoiriens ont un problème parce qu'ils ne savent, ils ne savent réellement pas de quoi il s'agit même. Vous voyez. Et ça, c'est très fort. Maintenant, à côté de ça, les politiciens eux-mêmes, les partis politiques, ils essaient de maintenir, c'est-à-dire d'accompagner, puisque la Côte d'Ivoire est un pays où à 70% jeunes, même beaucoup analphabètes. Et donc, ça fait que quand on lance un son, ça prend. Maintenant, vous allez me permettre de terminer, d'expliquer un peu ce qu'il y a de contenu de la culture électorale. Peut-être que vous allez comprendre ce dont je parle un peu. Voilà. Allez-y. Parce qu'il y a aussi les causes, je vais les énumérer tout à l'heure aussi, les causes pourquoi on ne s'inscrit pas beaucoup sur les listes électorales. Voilà, donc je disais que la culture électorale est une éducation, c'est un comportement, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit aussi, et puis c'est du civisme. Donc quand on a en réalité cette culture électorale, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Vous voyez? Et donc nous, pour mieux faire comprendre la culture électorale, on l'a décrit en 7 points. Donc, on l'a décrit en 7 points. Il y a 7 points pour décliner la culture électorale. Le premier point, c'est l'influence sur la liste électorale. Nous disons que un citoyen normal, patriote, dès ses 18 ans, sa préoccupation devrait être avoir sa carte d'électeur, s'inscrire sur la liste électorale. Ici en Europe, par exemple, ici en France, quand tu as 18 ans, tu ne te déplaces pas, hein. Tu retrouves, on t'écrit, on t'envoie ta carte, on t'inscrit. C'est automatique. Oui, parce que eux, ils ont quand même, ils ont une avance très poussée en matière informatique. Donc tous les services de leur vie ici, tout est informatisé. Donc ils peuvent se permettre ce genre de choses. Nous, chez nous en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, nos états civils ne sont pas encore informatisés. Beaucoup de domaines de la vie aussi ne sont pas informatisés. Donc c'est tout à fait normal que chacun de façon individuelle fasse jouer son côté patriotisme. Et que patriotisme citoyen, que lorsqu'il a ses 18 ans, ou bien même peut-être qu'il ne savait pas, mais dès lors qu'il a l'âge de voter, qu'il n'a pas sa carte d'électeur, qu'il doit se poser des questions, qu'il ne peut pas s'inscrire. Voilà. Ça, alors tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas avant que vous continuiez. Il y a beaucoup de choses que quelqu'un ne ferait pas s'il a la culture électorale. Quelles sont ces choses-là que nous ne ferions pas si nous avions la culture électorale? Très bien. Si vous me laissez continuer, vous allez comprendre ça très bien même. Ouais. Alors, donc, je disais, à part l'influence de la liste électorale, le deuxième point, alors, on dit il ne faut pas se faire justice. Quand tu as la culture électorale, tu ne dois pas te faire justice. C'est-à-dire, vous savez, chez nous, dans un bureau de vote, quand on ne s'entend pas, au moment des résultats, là, dans ce bureau de vote, on commence à se battre. Cependant, il y a les voies de recours. Donc, quand tu as la culture électorale, quelle que soit la situation, tu suis les voies de recours. Et quand les voies de recours décident contre toi, tu abdiques. Quand ça décide pour toi, tant mieux. Si on avait ça comme éducation, on n'allait pas se battre. Ici, là, c'est pas parce que les gens ils sont d'accord avec tous les résultats qui arrivent, non. Mais ça fait partie de leur ADN. Ils ont donné les résultats, ok, on attend dans 5 ans, on va revenir. Mais en temps, on va se battre, on va militer pour pouvoir changer les donnes d'ici 5 ans. Voilà comment ils raisonnent. Et quand tu as la culture électorale, c'est comme ça que tu dois raisonner. Vous voyez. Donc, quand tu as la culture électorale, tu suis les voies de recours, tu ne te fais pas justice. D'ailleurs, si vous suivez bien, en 2010, c'est parce que il y a eu quelqu'un qui s'est fait justice et puis ça déclenche tout. Alors que, tout simplement... Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Quelqu'un s'est fait justice. Oui, mais c'est pas caché. C'est pas caché. Qu'on appelle ça, ils nous ont fait comprendre que les résultats qu'on était en train de donner n'étaient pas homologués. Et M. Damana est allé prendre les feuilles et les a déchirées devant tout le monde. Ça, il s'est fait justice. Alors que c'était tellement simple. La seule, il donnait ses résultats et il suivait les voies de recours. C'est tout. Il n'y avait pas de palabre.
Voilà. Donc, quand on a une culture électorale, voilà le comportement adéquat à avoir dans ces cas. Même dans la vie courante, on ne se fait pas justice. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Le troisième point, alors, on dit qu'il faut bannir aussi de nos habitudes le trafic d'électeurs, les achats de conscience, de mettre en exergue, et il faut mettre en exergue ton programme de société. On dit lorsqu'on a la culture électorale, seul notre programme de société peut nous faire gagner l'élection. Et non notre ethnie, et non notre région, et non notre religion, ou encore la profondeur de notre poche. Il faut éviter le régionalisme politique du genre le PDCI c'est pour les Baoulés, le RADP c'est pour les Doula, le FPI, le PPACI c'est pour les hommes de l'Ouest. Non, il faut éviter tout ça. C'est vrai, il faut reconnaître que la politique c'est un métier. Ça c'est pas faux. La politique c'est un métier. Mais cependant, chez nous en Afrique là, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire de la politique. Et ça c'est pas normal. Parce que c'est pas parce que tu es là, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas avoir une belle carrière politique. Ça, c'est pas normal. Quand tu es en Europe ici, on voit, les politiciens ne sont pas riches. C'est les riches qui font les politiciens, mais les politiciens, ils ne sont pas riches. Mais chez nous, c'est le contraire. Tu es politicien, et puis c'est toi qui es le riche. C'est pas bon. Voilà. D'accord. Quatrième point. Alors, une élection, ça ne se gagne pas l'applaudimètre. Ça ne se gagne pas non plus par le populisme, mais bien entendu dans les urnes. C'est pas parce que vous avez rempli des salles, ce n'est pas parce que vous êtes le politicien le plus populaire qu'on appelle ça, du pays, que quand vous allez à une élection, que vous avez échoué, que vous allez forcément gagner. Non. Ça aussi, ça nous a mis dans le problème. Quand tu es la culture électorale, tu dois comprendre que pour gagner l'élection, il faut que ces militants-là soient inscrits sur une liste électorale, qu'ils aient une carte d'électeur, qu'ils partent voter. C'est comme un sac de riz. Si un sac de riz où il n'y a pas de riz dedans, qui est vide, il ne peut pas tenir debout. Donc il y a des militants qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale. C'est pourquoi nous, on a classifié les militants, les différents types de militants. Il y a deux types de militants. Il y a les militants de quantité, c'est-à-dire ce militant-là, lui, quand le parti appelle pour faire le meeting, le sitting, je ne sais pas quoi, il est présent. Il est présent à tous les appels du peuple et du parti politique. Mais quand il s'agit d'aller voter, il est absent. Il prie par son absence. Maintenant, il y a le militant de quantité et de qualité. Le militant de qualité. Ce militant de qualité-là, lui, non seulement il répond aux appels du parti, mais il milite pour avoir sa carte d'électeur parce qu'il sait que c'est par là que son champion peut arriver au pouvoir. Vous voyez? Et donc, il faut militer le vrai combat dans ce domaine-là. Mais si vous me permettez, est-ce que vous pouvez être un peu plus court pour que je puisse poser des questions? Oui, je vais finir là même, je vais beaucoup finir, il y a bientôt fini. Voilà. Il y a bientôt fini. Un autre point aussi de la culture électorale, c'est il faut reconnaître que c'est l'élection seule qui constitue l'unique moyen d'accéder au pouvoir. Quand tu as la culture électorale, voilà ce que tu dois te dire. Uniquement que l'élection, pas autre chose. C'est vrai qu'il y a des peuples qui ont dit avant, qui ont connu plein de guerres et tout ça, c'est vrai, mais ça c'était avant. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toute cette technique évolutive que nous avons aujourd'hui. Donc on n'est pas obligé de passer par leur technique, comme ils ont fait avant là. On n'est pas obligé de passer par là pour arriver à un vrai développement. Donc voilà. Et ensuite, comment adhérer, si tu veux militer dans un parti politique, quand tu as la culture électorale, ce n'est pas l'individu qui a le parti que tu regardes, mais tu regardes plutôt l'idéologie du parti, les valeurs de ce parti. C'est ce que tu regardes pour militer. Parce que quand tu milites dans un parti politique par rapport à l'individu, alors tu deviens fanatique. Et là où il y a le fanatisme, il n'y a plus de raison. Et quand il n'y a plus de raison, il n'y a plus de démocratie. On attend que le chef parle, toujours. Donc ça aussi, c'est une plaie. Quand tu as la culture électorale, tu évites ça. Et le dernier point, c'est que celui qui est en face de toi, c'est ton adversaire, n'est pas ton ennemi. Parce qu'on sait, un ennemi, il est prêt à tuer. Un adversaire, c'est juste dans un jeu. Dans un jeu qu'on parle d'adversaire. C'est comme un match de football à SEC Africa. Ils vont se frapper sur le terrain pour avoir le gain du match, mais à la fin, là, ils se saluent. Et puis le soir, ils se retrouvent dans les bistrots. C'est comme ça aussi la politique. Donc voilà un peu quelques déclinaisons de comportement
de culture que nous devions avoir si on avait la culture électorale pour éviter tous ces bagarres que nous avons, toutes ces tueries. Alors, je vais m'arrêter là pour que vous puissiez poser des questions. Très bien. Merci. Voilà. Alors, quand vous dites que les Ivoiriens n'ont pas de culture électorale, je suis tentée de vous demander, est-ce que les Ivoiriens ont une mauvaise culture électorale ou bien ils n'ont pas du tout de culture électorale? Parce que tout ce que vous venez de décrire, ça ramène au fait que les Ivoiriens n'ont pas compris c'est quoi des élections. Ils n'ont pas compris l'importance d'être inscrits sur une liste électorale. Donc, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont mal compris la culture, mal interprété cette culture-là, plutôt que de dire qu'ils n'en ont pas du tout? Bon, s'ils ont mal compris et que ça s'applique autrement, ils l'ont pas. Voilà. Le constat, il est là. C'est que à chaque élection, on se bat. On se fait toujours justice. Le constat, il est là. C'est qu'à chaque élection, on s'en va acheter les consciences au lieu de mettre notre programme de société en exergue. Le constat est tel que dans les partis politiques, c'est le pro-ci, pro-ça, c'est le fanatisme. Donc, quand il y a le fanatisme, il n'y a pas de raison. On ne raisonne plus. Tant que le chef dit on y va, on ne raisonne plus. Donc, quand tu vois ces gens de constat, tu ne peux pas dire qu'ils ont ça. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Mais moi-même, je vais encore plus loin pour dire que la majeure partie de nos politiciens, ils sont plutôt syndicalisme que politiciens. Hein? On nous a plus enseigné le syndicalisme que la politique. Hein? Regardez dans ces pays développés où nous sommes. C'est vrai, il y a les marches, il y a tout, mais qui envoie la population dans la rue? C'est les syndicats. Tu ne verras pas un parti très sérieux, un parti sérieux, ici, en France, envoyer la population française dans la rue parce que le président, on n'est pas d'accord des agissements du président. C'est les syndicats qui le font. Et puis, les partis politiques sont peut-être en arrière, ils soutiennent. Mais chez nous en Afrique, jamais un syndicat va envoyer quelqu'un dans la rue. C'est le parti politique, là, ça c'est leur grande politique. Quand ils sont grands politiciens, c'est pour envoyer le peuple dans la rue pour marcher. Alors que c'est vrai, marcher, c'est constitutionnel, c'est normal. Mais c'est plutôt dévolu aux syndicats. C'est pas un parti politique qui envoie sa population dans la rue. Voilà. D'accord. Donc, pour moi, ils n'ont pas. Moi, pas. En quelle année vous avez mis cette ONG sur place? Si je peux encore poser la question. Oui, alors j'ai dit tout à l'heure que nous avons démarré en octobre 2011. Octobre 2011, notre première interview, c'était en février 2012. C'est encore sur YouTube. Et là, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire à partir de 2016. Voilà. D'accord. Et je l'ai formalisé en 2016, oui. D'accord. Alors, depuis que votre ONG est devenue officielle en 2016, jusqu'à aujourd'hui, 2017, ok. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, 2024, oui. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait sur le terrain? Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de vous. Ça, c'est déjà un problème. Oui. Beaucoup de nos frères ici n'ont jamais entendu parler de vous. D'accord. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain depuis 2017? D'accord. Bon, vous savez, le politique, il utilise ce qu'il arrange. La mission de DPA aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux du peuple. Moi, c'est le peuple qui m'intéresse. C'est même pas les partis, le pouvoir ou bien les politiciens, c'est le peuple. Si le peuple connaît ses droits et devoirs, je vous assure que le politicien il change de langage. Parce qu'il saura que ceux-là, ils peuvent le sanctionner. Si le peuple sait que sa petite carte d'électeur là fait de lui le maître du jeu démocratique, parce qu'en réalité, c'est lui l'employeur du pouvoir, si le peuple prend conscience de cela, le pouvoir va changer de langage. Donc, alors, nos actions, c'est de la sensibilisation. Ce qui fait que je suis passé plusieurs fois sur les différentes chaînes de Côte d'Ivoire, plusieurs fois sur RTI. Je crois que je vous envoie des images. Oui. Ben, vous passez sur les chaînes de Côte d'Ivoire, vous devenez très célèbre. Je vous ai vu d'ailleurs sur beaucoup de coupures de journaux. C'est une bonne chose. Mais mon cousin qui est au village, il n'a pas accès à vous. Oui, j'en viens. Voilà. J'en viens.
Donc, je vous disais tout à l'heure que ce qui nous intéresse, c'est la population, c'est pas le pouvoir. Donc, comme vous le dites, votre frère qui est au village, là, c'est lui qui m'intéresse. Parce qu'eux, ils n'ont pas la chance d'acheter les journaux, là. Ils n'ont pas la chance d'aller sur Internet, ils n'ont pas d'unité. Donc, c'est ce corps à corps, là. C'est pourquoi nous avons initié depuis 2019 la caravane de l'espoir. Une caravane de l'espoir, c'est-à-dire pour tourner à travers toute la Côte d'Ivoire, parce que nos parents qui sont au village, on ne va pas les envoyer à l'école pour les apprendre. Mais il faut aller vers eux, il faut leur parler. Alors, donc cette caravane-là, c'est vrai qu'elle n'a pas véritablement encore démarré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas financé. Tout ce que je fais, toutes les conférences que je fais, quand je vais au pays, que je fais en France, ici, partout, même pour passer sur les choses, il faut quand même voir les gens. Tout ça, c'est mon petit argent de Jossi que je fais ici, que je prends, et puis je vais pour pouvoir sensibiliser. Le pouvoir, c'est vrai, ils m'ont reçu, mais vous imaginez que ceux-là, que le pouvoir, ils vont financer quelqu'un pour aller ouvrir les yeux du peuple? Je ne crois pas. Et donc, je continue de chercher, d'écrire dans les instances aussi pour pouvoir avoir des gens de bonne volonté pour m'aider, pour aller tourner. Voilà, je n'ai pas encore eu. Mais je vous assure, je vous confirme que j'ai rencontré tous les types de politiciens. L'opposition comme le pouvoir. Personne ne s'intéresse même, c'est-à-dire même dans leur petit meeting, essayer d'aborder un peu ce sujet. Et c'est pourquoi, là, je suis désolé, mais je vais vous le dire, je vais tirer mon chapeau au ministre Thiam. Parce qu'il y a 2 mois de cela, j'ai été très surpris de l'écouter dans un discours, quand il parlait à ses militants. Et durant tout son discours, mais c'est la philosophie, la mission de TP, il est en train de décrire. Comme si lui et moi, on était ensemble en train de préparer ce projet. Mais j'ai été très étonné, très épaté et très content en même temps. C'est le seul politicien qui a mis le doigt sur la culture électorale. C'est le seul. Il y a 2 mois de cela, vous l'avez déjà rencontré? Non, je ne l'ai pas encore rencontré, mais bon, je ne l'ai pas encore rencontré, mais il a ses partisans, hein, les différents mouvements comme TACT, ou bien Concorde, ou bien J'aime Thiam qui sont ici, avec qui je compose, que je contacte, qui m'invitent souvent dans leur... Ici en France, quand un mouvement politique m'invite, il me donne la parole. J'essaie de faire ce que je peux. Donc c'est comme ça, voilà, les gens essaient de m'orienter. Mais en réalité, pour répondre à votre question, ma mission, c'est-à-dire l'objectif, c'est de faire accomplir cette caravane de l'espoir. Mes collaborateurs, s'ils ont des questions, de vous poser au moins 1 ou 2 questions. Oui, alors, je voudrais commencer avec M. Adjei. Bonsoir, M. Adjei. Ah, peut-être que M. Adjei a pour long comme moi, les Gaou comme moi. Ok, d'accord. Je ne sais pas si monsieur... Est-ce que M. Kwasi Dunga est là? D'accord. Alors, je suis seul ce soir, donc je continue avec monsieur CI. Si Jacques Roger a un point à faire, il n'y a pas de problème, il pourra faire ce point-là tout à l'heure. Voilà. Vous parlez de sensibilisation, vous parlez d'éducation, mais en même temps aussi, vous parlez des moyens. L'autre problème que nous détectons dans votre mode d'opération, c'est le fait que vous n'êtes pas sur le territoire ivoirien. Oui. D'abord, votre organisation, vous avez reçu un prix là. Oui. Voilà, vous avez reçu un prix pour ce que vous êtes en train de faire, pour essayer de mettre la paix entre les populations, les peuples, etc. Mais votre pays ne vous a pas encore reconnu. Non. Donc, on a l'impression que c'est une bataille perdue pour vous. Vous venez de dire que M. Ouattara ne vous donnera pas de l'argent pour aller ouvrir les yeux des peuples, pour que le peuple vote contre lui, par exemple. Donc, on a l'impression que vous ramez à contre-courant et vous n'allez pas très loin. Comment vous envisagez sortir de cette impasse? Alors, on dit il faut croire en ses rêves, il ne faut pas se décourager. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 2 mois, le ministre Thiam a été le seul politicien qui publiquement a mis le doigt sur
ce dont parle DPA depuis des années. Donc ça vient. C'est pas tout le monde qui peut penser comme ça. Vous comprenez? Ça vient. C'est vrai, moi, non seulement je ne me décourage pas. Moi, je suis ici. Mais j'ai une bonne représentation au pays. Hein. J'ai une représentation au pays. Dans le Leu d'Ibois, on est bien représenté. À Abidjan, on est bien représenté. Dans le Guémon, on est bien représenté. De temps en temps, j'envoie les moyens, ils font les petites tournées. Quand les élections, par exemple, là, on a commencé à faire la sensibilisation, à instruire, à parler dans les villages et tout ça. On les fait, mais je fais ça en fonction de mes moyens. Voilà. C'est comme ça, mais je ne vais pas lâcher. Je sais que de la manière, M. Thiam a été inspiré là, et puis il a abordé ce sujet-là. Je pense que ça va venir. Il y aura quelqu'un qui va dire, mais M. CI, votre combat, il est noble. Parce que presque tous ceux qui l'écoutent trouvent qu'il est bon, que c'est ce qu'il faut. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Voilà. Donc, j'ai toujours espoir. Alors, oui, bien sûr, il faut garder l'espoir. Tant que nous vivons, nous devons avoir l'espoir. Oui. Je voudrais avoir votre point de vue sur l'attitude de M. Ouattara, le président Ouattara, vis-à-vis des opposants actuels. Vis-à-vis de M. Gbagbo, M. Soro Guillaume, M. Thiam, M. Blé Goudé. Vous avez dit plutôt que M. Ouattara n'a pas la culture électorale. Mais je voudrais quand même vous demander votre point de vue sur l'attitude actuelle du président Ouattara vis-à-vis de ses opposants. Déjà, j'ai dit que nos politiciens n'ont pas, Ouattara y compris, n'ont pas cette culture-là. Soit ils l'ont, mais ils font exprès pour ne pas instruire le peuple, pour ne pas ouvrir les yeux du peuple. Voilà. Mais quand on me pose la question que vous me posez, c'est dans quel domaine je dois porter le jugement? Je ne sais pas, je ne comprends pas bien la question. Alors, vous avez dit tout à l'heure que quand on a une culture électorale, voilà, c'est ça. Quand on a la culture électorale, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est ça. Voilà. Comme par exemple, éliminer ses opposants sur mesure. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI pour les mêmes faits dont on l'accuse en Côte d'Ivoire, mais le RHDP considère qu'il ne peut pas aller aux élections parce qu'ils ont un autre cas de justice, un dossier contre lui. Monsieur Soro Guillaume, qui est sorti de la Côte d'Ivoire pour sauver sa peau, d'après ce que nous entendons partout, monsieur Ouattara lui a collé une peine judiciaire. Donc, il ne peut pas être candidat. D'accord. Vous voyez un peu dans quelle perspective je suis? Oui, alors, quand on a ce genre de comportement, quel est votre point de vue sur cela? Alors, comme on dit chez nous, les parkings sont vraiment partagés. Je ne m'hasarde pas très souvent sur les débats polémiques de notre pays. Moi, j'appelle ça des débats polémiques. Politiques et polémiques chez nous, en Côte d'Ivoire. Mon objectif, c'est vraiment de faire comprendre à la population que quand il y a élection, qu'ils jouent leur rôle. Parce que c'est eux les maîtres du jeu démocratique. Le président, là, c'est le peuple, l'employeur. Oui, mais vous ne pouvez pas parler de culture électorale sans être dans la politique. Non. C'est pas possible. Parce que vous avez parlé des listes électorales. Si ce n'est pas les listes électorales, c'est un domaine réservé, par exemple, à la politique. Vous parlez du nombre de votants qui n'ont pas cette culture. Donc, quand vous éduquez la population à aller voter et que vous dites à la population, par exemple, ne votez pas quelqu'un parce qu'il est de votre région, vous êtes automatiquement dans la politique, vous allez vous faire griller. Donc, comment est-ce que vous vous arrangez pour séparer les deux? Dis à la population de ne pas voter un président parce qu'il est simplement de votre région. Je suis très à l'aise à lui dire. Je dis à cette population-là, la personne que vous allez voter là, regardez ce qu'il vient faire pour vous. Plutôt que de regarder parce qu'il est Robert comme moi, je vais le voter. C'est ce que je vais dire à la population. Et ça, si ça doit être quelque chose de négatif pour moi, mais je l'assume. Parce que je trouve que c'est ça le vrai raisonnement. C'est ça le vrai raisonnement. Pas le contraire. Il faut voter quelqu'un parce qu'il vient faire quelque chose pour moi, pas parce que c'est mon papa ou bien c'est mon frère. Non.
Un président de la République, c'est pour tout le monde. C'est pas pour la famille CI. C'est pas pour mon village. C'est pour tout le monde. Donc, même si mon propre frère, je sais qu'il ne peut pas faire le poids, mais je ne veux pas miser pour lui. Je mise sur celui qui peut développer mon pays. Et c'est ce conseil qu'il faut donner à la population. Mais on va revenir sur votre sujet là. Oui, avant de revenir sur le sujet, je vais encore insister. Je vais encore insister. D'accord. Parce que vous avez un président, M. Ouattara aujourd'hui, qui s'en va pour son 4e mandat. Et vous luttez pour que la culture électorale soit inculquée au peuple. Alors, est-ce que vous aurez le courage aujourd'hui de dire au peuple ne votez pas un président parce qu'il vous a donné la canne. Votez-le pour ce qu'il peut faire pour vous. Est-ce que vous pouvez leur inculquer cela sans être grillé, sans être arrêté par le pouvoir du président Ouattara, par exemple? Regardez, on me permet de passer à la RTI pour parler. On me permet de passer sur Live TV pour parler. Je suis sur tous les journaux de Côte d'Ivoire. Et on m'a jamais... Oui, mais parce que vous ne vous êtes pas encore positionné contre le pouvoir. J'ai pas compris. Parce que vous n'avez pas encore pris de position ferme contre le pouvoir. Non, vous présentez une ONG. Je vous ai écouté et je vous ai entendu répéter ce que vous avez dit sur les radios ce soir. Donc, oui. C'est-à-dire que c'est le leitmotiv de votre organisation. Vous avez des formules qui sont bien faites, que vous répétez partout, dans tous les journaux, dans toutes les télés. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut... Quand on veut libérer un peuple, on lui dit la vérité. Parlons de la justice. Est-ce que vous allez dire au peuple que ne votez pas un gouvernement qui n'est pas juste ou un candidat qui emprisonne les gens sans les juger pendant 20 ans, par exemple? Alors, si moi je vais vers mon peuple, j'ai ma feuille de route. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis de la société civile. Et j'ai ma feuille de route. Je dis, quand tu as la culture électorale, il y a des comportements que tu ne dois pas avoir. Ne te fais pas justice. Bon, je ne vais pas aller dire, je vais pas faire ma tournée la caravane de l'espoir pour aller dire, bon, Ouattara là, il a tué ici, il a fait ceci, il ne faut pas le voter. Mais ce n'est pas ça mon rôle. Ça, c'est les politiciens, c'est les partis politiques qui le font. Je ne mélange pas, moi. Je ne mélange pas. Parce que moi, je suis légaliste. Je vais vous dire. Je vais être franc avec vous, je suis légaliste. Là, par exemple, vous avez parlé de Babo Laurent qui n'est pas sur la liste électorale. Oui. Mais il y a eu au moins une justice qui est passée au tribunal qui a dit non, Babo a fait ceci, il est condamné, il ne peut pas sur la liste électorale. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que non, ce que la justice a dit là, c'est pas normal, c'est ceci, mais c'est pas à moi de le dire. C'est une justice qui a parlé. Et c'est les institutions de ce pays. Quand tu es dans un pays et que tu respectes ton pays, tu respectes la politique et ce qui les accompagne, ben, tu respectes les institutions. L'institution a dit, Babo Laurent est condamné. Blé Goudé est condamné. Il ne peut pas être sur la liste électorale. Ok. Mais est-ce qu'il y a autre solution? Oui, il y a autre solution. La solution, on peut faire, l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale peuvent demander une amnistie. Ils n'ont qu'à demander. S'ils demandent et que le pouvoir dit on ne veut pas, la société civile peut aussi s'ajouter pour dire mais attendez, il y a eu une demande d'amnistie, bon pour la paix, il faut céder à la demande d'amnistie, on accompagne. Mais s'il n'y a rien de tout ça, la société civile, on se lève, on dit il faut enlever son nom. Pourtant c'est une institution qui a déclaré, qui a parlé. Il faut respecter nos institutions. Sinon, personne n'est d'accord que Babo ne soit pas sur la liste, mais c'est une institution qui a parlé. Vous savez, au tribunal, là, ce n'est pas tous ceux qui ont tort qui sont condamnés. Vous êtes aux États-Unis, il y a des gens qui font 30 ans, on voit ça ici, ils font 30 ans, c'est après 30 ans, même 40 ans, qu'on découvre qu'ils étaient innocents, et puis les libèrent. Ça se fait. Si Babo, il a été condamné, si c'est injuste, ok, mais il y a des procédures à suivre. Quand tu es citoyen, tu respectes les institutions. Le tribunal a parlé, ils ont parlé. C'est pas Ouattara qui était au tribunal pour parler. Le tribunal, ils étaient dans leur tenue noire, assis derrière leur comptoir, et puis ils ont lancé la sanction. Donc, on prend acte. Et Babo Laurent, c'est un ancien chef d'État. Donc, il doit aussi respecter ces institutions. Maintenant, il a des députés à l'Assemblée nationale. Nous, en tant que société civile, en tant que DPA, ce que nous soutenons, c'est que ces députés qui sont à l'Assemblée nationale fassent une demande d'amnistie. C'est vrai, ils sont minoritaires. C'est pas important. Au moins, l'acte est fait.
ils ont fait la demande d'amnistie. Nous, société civile, nous tous on fait passer pour dire, pour écrire, faire des postes pour dire, bon, pour la paix, il faut concéder la demande d'amnistie de l'opposition. Et puis, on peut tous militer dedans comme ça. Mais, voilà comment nous on raisonne. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais toujours demander quand même votre point de vue sur le 3e et le 4e mandat. Qu'est-ce que vous pensez du 3e mandat? M. Ouattara a fait un 3e mandat. Il est dans son 4e mandat. Il s'en va vers le 4e mandat, pardon. Vous me demandez quoi exactement, le 3e et le 4e? Les deux. Les deux? Oui, les deux, le 3e et le 4e. D'accord. Mais écoutez, je suis un peu gourmande, voilà. Non, c'est pas un souci. Je suis de ceux qui estiment que l'opposition a vraiment déconné pour le 3e mandat. Oui, je suis de ceux qui le disent. Ça, c'est pas DPA qui parle là, c'est M. CI. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis légaliste. Avant le référendum de 2016, l'opposition tout entière, que ce soit Finguessan, Mamadou Koulibaly, en tout cas, les voix les plus autorisées dans l'opposition se sont levées pour dire cette constitution-là. Si on fait une nouvelle constitution, Ouattara va être candidat. Donc, il ne faut pas on va accepter une nouvelle constitution. On n'a qu'à faire révision. Ils nous ont dit ça. Bon. Après, les Bas-Congo, les Bas-Congo, les gens du RADP sont sortis pour dire non, ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire. Mais entre ce qui est écrit dans notre constitution, ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans les livres de droit, et puis quelqu'un qui vient à la télé pour dire on ne va pas faire ça, on va faire ci là, on va regarder quoi? On regarde ce qui est écrit. Tout le monde est unanime, on est parti à l'école, on sait que la nouvelle constitution là va faire du Ouattara un autre candidat. On le sait. C'est pas parce que M. Sissé Bango va venir nous dire non, Ouattara va pas de candidat, il va pas de candidat que nous, on va s'asseoir là pour dire oui, c'est vrai, Ouattara va pas de candidat. Mais non, ce qui est écrit est écrit. C'est pourquoi je vous dis, je suis légaliste. Ils ont laissé faire, ils ont plutôt boycotté d'aller voter, mais ça a été fait. Et puis regardez, voilà encore le piège. C'est qu'ils ont passé, depuis 2010, ils ont passé tout leur temps à boycotter les inscriptions sur la liste électorale. C'est leur droit. Vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y. Oui, je suis là. Allez-y. Depuis 2010, ils ont passé tout leur temps à boycotter les inscriptions sur la liste électorale. C'est leur droit. Mais en 2016, on dit, on a pris Ouattara, nous tous. On dit, Ouattara, comment tu peux aller, M. Ouattara, vous êtes parti de la soirée de Ouacham, vous avez écrit une constitution, vous voulez nous imposer. Ouattara dit non, je ne vous impose pas. J'ai dit d'aller faire un référendum. Allez battre votre campagne pour le non. Moi, je vais battre campagne pour le oui. C'est démocratique. Mais sauf que Ouattara, le faisant, il sait sur quoi il compte. Il sait que vous n'avez personne pour voter votre non. Parce que vous avez interdit à tous vos gars de vous inscrire sur la liste électorale. Donc, le politicien, nos aînés, nos leaders politiques de l'opposition savent qu'ils n'ont personne pour voter leur non. Parce qu'ils ont dit à tout le monde de ne pas écrire et de ne pas les inscrire. Donc, au lieu d'aller battre campagne pour le non, ils étaient plutôt contraints de battre campagne pour ne même pas qu'il y ait un référendum. Voilà. Donc, son 3e mandat, moi, je l'ai trouvé juste. Je n'ai pas de combat pour ça. J'ai pas de... On l'a voulu. On l'a voulu. Au début, on a été avertis. Eux, ils nous ont avertis. Après, ils ont baissé les bras. Ils sont rentrés dans l'émotion. Oui, il ne peut pas faire 3 mandats, il ne peut pas faire 3 mandats. Mais c'est la loi. Vous nous avez dit au début là que si on fait une nouvelle constitution, il sera candidat pour une 3e fois. Vous nous l'avez dit. Donc aujourd'hui, vous allez dire quoi? Si c'est passé, c'est passé. Maintenant, pour son 4e mandat, il n'a pas encore postulé. Il n'a pas encore postulé, donc je ne peux pas en parler. Mais, en tant que CI Clément, mon intuition me dit qu'il ne sera pas candidat. Voilà. Mais je dis, mais si le candidat, c'est son droit, plus il a fait 3, il peut faire le 4e. Voilà. Mais il n'a pas encore postulé, je ne peux pas débattre de ce sujet. Mais je pense très bien qu'il ne sera pas candidat. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Sey, pour votre franchise. Alors, j'avais cru entendre M. Adjaï tout à l'heure. Non?